qui voit le sujet qui va nous occuper pendant 1 heure. Donc je suis paysan en Lot-et-Garonne, en arboriculture fruitière. Et je laisse Jacques se présenter. Donc Jacques Pasquier, paysan en production végétale de céréales et de léagineux dans la Vienne, département d'à côté. Voilà, et représentant de la Confédération paysanne au Conseil économique, social et environnemental national. Alors il ne dit pas ça pour se faire mousser, c'est parce qu'en l'occurrence ça a à voir avec ce qu'on va discuter, puisque Jacques a porté la question de la compétitivité en agriculture devant le CESE, là où il est en train de le faire, et il nous expliquera, je suppose, la façon dont tu l'as amené, avec quels objectifs. Donc la notion de compétitivité a complètement envahi le débat public au début des années 2000. Hein. En fait, au début du mandat, enfin aux alentours de 2002, au point qu'on s'y réfère systématiquement dès qu'il est question, dès qu'on est sur une considération économique. Donc on peut se demander. Tu peux faire l'introduction, je le sens pas là. S'il te plaît. Alors, pourtant c'est Manu qui avait proposé ce sujet, je crois, parce que c'est un sujet qui l'a beaucoup intéressé dans son mandat de secrétaire national et qu'il a quitté il y a juste quelques semaines, ou quelques mois, mais guère plus. La compétitivité, on en parle régulièrement aujourd'hui à travers la question du prix. Il y a des termes qui reviennent. Compétitivité, prix. C'est-à-dire accéder au marché par le prix le plus faible qui soit. Donc ça, c'est très souvent, la notion de compétitivité, c'est ça qui est en jeu. Et à travers ça, on mesure aussi les exportations à l'échelle mondiale. L'Allemagne, par exemple, nous est souvent présentée comme plus compétitive que la France. Enfin, l'agriculture et l'agroalimentaire allemande ou allemand seraient plus compétitifs que les équivalents français. Parce que l'Allemagne exporte davantage que la France depuis ces dernières années, alors que la France était le deuxième exportateur mondial avant. Or, il se trouve que l'Allemagne exporte effectivement davantage, mais importe beaucoup plus. Et de ce fait, elle est déficitaire dans sa balance commerciale, alors que la France est encore excédentaire. Donc on voit bien que ce critère de compétitivité sur l'accès à des marchés, c'est-à-dire vendre des productions parce qu'on est moins cher, c'est pas rémunérateur, c'est pas créateur de richesse. Or, la compétitivité, ça n'a de sens que si ça crée de la richesse collective. Alors, dans le travail que je fais au CESE, mais je ne voulais pas parler de ça parce que le sujet, c'est quand même la compétitivité. L'agriculture paysanne est-elle compétitive? Mais ça va l'introduire. Donc, au-delà de cette question de la compétitivité prix, qui concerne le coût du travail, le coût des matières premières, les coûts de production, les normes qui peuvent parfois générer des coûts de production, il y a une compétitivité qui s'appelle la compétitivité hors coût ou hors prix, où là, c'est plutôt la segmentation des productions qui répondent à des marchés spécifiques de qualité ou pour des demandes particulières. Et on a l'exemple du comté. Le comté, ce n'est pas quelque chose qui est compétitif en termes de prix. Par contre, c'est une production qui rémunère bien ses producteurs, qui se développe. De plus en plus, d'année après année, on augmente la production de comté. Et c'est bien que c'est compétitif en termes d'accès au marché. Mais ce n'est pas sur le prix que ça se joue, c'est sur autre chose, sur la qualité, sur un cahier des charges, une rigueur, une transparence dans le cahier des charges et des modes de production contrôlés. Et puis, il y a un autre élément qui détermine la compétitivité, c'est les coûts sociétaux. Si on cherche à être compétitif en termes de création de richesse, on parle régulièrement de partager la valeur dans la filière de production. Mais avant de partager la valeur, il faudrait déjà en créer. Il y a beaucoup de filières de production qui ne créent pas de valeur. Les céréales, par exemple. Peut-être que dans le débat, on y reviendra. Mais il y a un autre élément, en termes de création de richesse pour la collectivité, c'est les coûts sociétaux liés à certains systèmes de production. Or,
À travers nos façons de produire, on génère des coûts. Alors il y a les coûts qui nous viennent tout de suite à l'esprit. Le coût de la dépollution de l'eau pour l'eau potable, ce ne sont pas les utilisateurs de pesticides ou d'engrais qui assument ce coût, ce sont les consommateurs d'eau qui payent la dépollution de l'eau qu'ils vont consommer. Il y a le coût pour la santé lié à l'utilisation de certaines substances chimiques, des pesticides. Il y a le coût de la pollution de l'air qui est lié parfois aux particules fines, aux émissions d'ammoniac. L'agriculture est très émettrice de particules fines et d'ammoniac. Ça génère des coûts pour la société. Il y a d'autres coûts auxquels on ne pense pas tout de suite, mais il y a le budget de la PAC. C'est aussi un coût sociétal. Les céréales qu'on nous présente comme très compétitives, si on leur enlève le budget de la PAC, il n'y a plus un seul producteur de céréales qui existe dans les 2 ans. Il y a d'autres coûts, les coûts de logistique, c'est-à-dire le transport. Toutes les routes sont entretenues par un budget de l'État, et pourtant, les transports de denrées agricoles dégradent nos routes. C'était l'objet de l'écotaxe, il y a quelques années. On fait le constat que les producteurs espagnols, ils envoient notamment des fruits et des légumes à travers toute l'Europe. Et pour ce faire, ils traversent la France. Et c'est la France qui paye et entretient les routes. Ça, c'est des coûts sociétaux. Donc voilà, après cette introduction, je pense que Manu va illustrer. Voilà. Ça correspond à ce que tu imaginais, je sais pas. Parce qu'on ne s'est pas calé ensemble, mais on se connaît un petit peu. Ouais. Bon, en fait, on est sur 2 positions autour de cette notion. On n'est pas tout à fait d'accord. Tu as très bien décrit la question de la compétitivité prix, la compétitivité hors prix, la question des externalités. Je ne sais pas si tu as utilisé l'expression. C'est donc l'ensemble de ces coûts secondaires que génère une production et qui n'apparaissent pas dans son prix. Et donc on peut dire, pour illustrer, enfin pour prolonger un petit peu cette partition, que on a un modèle industriel d'agriculture. Merci. Un modèle industriel d'agriculture dont la force, c'est de sortir des productions dont les prix sont artificiellement bas, puisque donc il y a ces coûts secondaires générés par ailleurs qui pèsent sur l'ensemble de la collectivité et qui, in fine, font que l'agriculture industrialisée est ruineuse pour la collectivité et infiniment plus coûteuse qu'une agriculture paysanne qui, au contraire, en cherchant à être vertueuse dans toutes les dimensions dans lesquelles s'inscrit l'agriculture, économique, environnementale, etc., elle, évidemment, parvient très difficilement à produire des biens alimentaires, je veux dire, avec des prix comparables à ceux de l'agriculture industrielle. Donc, la question qui se pose à nous, il me semble, c'est est-ce qu'on retient cette idée de compétitivité pour qualifier l'agriculture paysanne lorsqu'on considère la dimension des coûts secondaires, des externalités? Il me semble avoir compris, Jacques, que toi tu dirais que, eu égard à ce que sont ces coûts secondaires, alors l'agriculture paysanne est plus compétitive que le modèle industriel. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que de ce constat, il faut déduire qu'on doit bannir de notre langage cette notion qui a été imposée par l'oligarchie dans sa recherche, dans sa tentative permanente de dresser les acteurs économiques les uns contre les autres pour tirer le profit de la guerre économique généralisée, et qu'au contraire, qu'on a tort de créditer cette notion et d'y rattacher l'idée le projet d'agriculture paysanne, parce que c'est accorder du crédit à une notion qui est à la source de beaucoup de nos emmerdements. Tu vois, la compétition, il me semble, la compétition, de fait, la question des externalités est essentielle, bien sûr. C'est bien au titre du problème des externalités qu'on défend l'agriculture paysanne et sa généralisation. Mais de fait,
la compétition se fait sur la base du prix. C'est sur la base du prix que les gens font leurs achats lorsque leur budget est contraint. C'est sur la base du prix qu'une municipalité va choisir ou pas de s'approvisionner auprès de l'agriculture paysanne plutôt qu'auprès d'Avenance ou je ne sais quelle autre multinationale. Les externalités existent et je l'en conviens bien volontiers, mais est-ce que pour autant on doit les aborder en nourrissant cette notion de compétitivité qui a tout envahi? Je ne crois pas. Vous avez des questions ou des réactions? Alors, on ne va pas faire le débat à nous deux, c'est juste pour suggérer des... Il y a quelqu'un qui nous fait des signes hallucinants, je ne comprends rien du tout. La question de la compétitivité, le terme, il n'est pas de nous, c'est évident. Par contre, ce terme, il revient régulièrement partout. Et si je m'y suis intéressé, c'est bien pour essayer de lui donner un vrai sens. Parce que la compétitivité qui revient, c'est le coût du travail, c'est trop cher, le bio, c'est trop cher, donc tout ça, il faut le réduire. Or, quand on décortique, on s'aperçoit que ce n'est pas une réalité. Le comté, pour transformer du lait pour faire du comté, il faut beaucoup plus de salariés que pour transformer du lait dans d'autres filières de transformation. Et le pire étant la poudre de lait, où c'est quasiment une machine qui transforme du lait pour sortir l'eau du lait et en faire de la poudre. Et il n'y a presque pas de salariés. Et ce n'est pas la question du coût du travail qui pénalise le comté. Au contraire, c'est même ce travail qui permet de faire de la valeur ajoutée avec le lait qui produit le comté. Donc, l'idée, c'est de donner un autre sens, même si le terme, il peut être... C'est pas le nôtre, ça c'est clair. La compétition, voilà. C'est pas... derrière compétitivité, il y a compétition. Alors, il y a différentes notions. Il y a performance, qui est un truc absurde. Enfin, je ne sais pas ce qu'on met dans le terme performance. Il y a concurrence. Et concurrence, elle est complète. Concurrence, dans ce que tu critiques de la compétitivité, peut-être que c'est plus même une notion de concurrence. Mais la concurrence, elle est complètement biaisée dans le système agricole où on est. On a notamment un droit de la concurrence européen qui pénalise. Regardez, parce que sur le fond, on est complètement d'accord. C'est juste, je pense. Mais regardez ce qui vient de se passer sur les œufs des Pays-Bas. Et Christiane Lambert récemment disait, à propos des États généraux de l'alimentation, il faut mieux répartir la valeur entre les différents intervenants de la filière. Il faut gagner quelques centimes pour les producteurs. C'est ce qu'elle a demandé, quelques centimes pour les producteurs. Quand aux Pays-Bas, on utilise une matière active non autorisée, mais qui, à court terme au moins, est plus efficace pour faire disparaître les poux qui sont dans les élevages de volailles très intensifs, où les volailles sont très nombreuses au mètre carré. Ça leur permet de produire un peu plus d'œufs par millier de poules, et donc de ce fait d'avoir des coûts de production un peu plus faibles. Ils accèdent au marché. Mais cette concurrence-là, c'est de la fraude, c'est un système mafieux. C'est comme si dans un match de foot, alors match de foot c'est une compétition aussi, mais c'est comme si dans un match il n'y a plus de règles, il n'y a plus d'arbitre, et tous les moyens sont bons pour arriver au bout. Et c'est une sorte de dopage, ce qu'ont fait les Pays-Bas. Ils ont dopé leur élevage de volailles avec une matière active non autorisée. Là où ça devient problématique, c'est qu'aux Pays-Bas, les autorités administratives le savaient. Et on est depuis au moins novembre l'an dernier. Ils n'ont rien dit. C'est les Belges qui s'en sont rendus compte quand on donné l'alerte 6 mois ou 8 mois plus tard. Là où il y a quelque chose de problématique, c'est qu'on a des règlements européens qui ouvrent un marché de toute l'Europe. Mais dans ce marché-là, il y a une concurrence où les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Sur les pesticides, on a les mêmes problèmes. On a des productions qui sont traitées différemment d'un pays à l'autre de l'Europe. Et tout ça, ce sont des artifices qui
qui font qu'en fait, on gagne quelques centimes, certes, mais dans une compétition qui n'est pas équitable, qui n'est pas... On compare des choses qui ne sont pas comparables. Et alors, sur le prix du bio qui serait plus cher, il est clair que les externalités négatives, c'est-à-dire les coûts sociétaux, qui est un mot qui est plus compris, mais le mot technique, c'est externalité, les coûts sociétaux sont nuls ou quasiment nuls en système de production bio. On n'a pas de pollution de l'eau, on a beaucoup moins de pollution de l'air, il y a quand même toujours des émissions de particules par le travail du sol qui peuvent arriver, mais enfin c'est quand même minime par rapport à ce que sont les pollutions par les élevages intensifs et les rejets d'ammoniac, par l'utilisation des pesticides. Toutes ces questions-là, en termes de pollution de l'air, sont bien plus réduites. En termes de travail, d'emploi, pour la même surface agricole cultivée en bio, il y a plus de salaire, plus de travail. Un chômeur de moins, c'est en gros 15 à 20 000 euros de moins pour la société, annuellement. Ça, c'est un coût sociétal économisé. En agriculture paysanne, on a plus d'emplois, plus de travail, et donc de ce fait, on économise, on a plus de travail, donc plus de travailleurs, on réduit le chômage en faisant comme ça. On réduit aussi plein de choses en termes de consommation d'énergie, en termes de consommation de pesticides, en termes de pollution diverses. Et de ce fait, on crée de la richesse où on économise des dépenses pour la collectivité. C'est à ce titre qu'on peut effectivement ne pas partager ce terme de compétitivité. Mais le terme existe. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver dans quel sens on fait évoluer les systèmes. Un marathon, par exemple, c'est aussi une compétition. Alors les 10 premiers ou les 20 premiers qui courent un marathon un dimanche vers chez vous, ceux-là, ils sont à fond, ils ne s'occupent pas trop du voisin. Mais des gens qui font un marathon, très souvent, ils sont hyper solidaires entre eux. Et ils ne sont pas à bouffer l'autre pour gagner une seconde ou 3 secondes. Ils vont même plutôt, s'ils voient un collègue qui court à côté, qui est un peu en difficulté, essayer de voir s'ils peuvent le soutenir ou l'aider à un moment donné. Donc, c'est plutôt l'esprit du marathonien du dimanche que l'esprit du coureur de 100 mètres ou du catcheur, quoi. Ouais, c'est un joli argument. Cela dit, ça ressemble, enfin, l'économie et les principes et les réalités qui la caractérisent de plus en plus ressemblent quand même de moins en moins à ce que tu décris. Un marathon le dimanche entre voisins, quoi. Peut-être que j'essaie de défendre mon point de vue à partir de la dimension philosophique entre guillemets qui est sous-jacente à cette idée de compétition et de compétitivité. Je crois qu'on peut dire, c'est d'ailleurs ce qu'on a vachement avancé à la conf ces 2 dernières années autour du thème de l'alimentation, que finalement ce qui distingue l'agriculture paysanne de l'agriculture de compétition, des agricultures de compétition, c'est que plutôt que de se vivre comme une compétition entre acteurs économiques, elle entend répondre aux besoins de la collectivité. Alors aux besoins alimentaires, bien sûr, mais aussi aux besoins de vivre dans un environnement sain, aux besoins de vivre dans une société où tout le monde travaille, où tout le monde finalement participe de l'autoproduction de la société. En fait, l'agriculture paysanne, c'est une agriculture de la demande et non pas une agriculture de l'offre, contrairement à l'agriculture de compétition, à l'agriculture industrielle, à l'agriculture que finalement, aux agricultures qui sont seules à être reconnues par les pouvoirs publics. Vous vous rappelez peut-être le discours de François Hollande en 2013, un an après avoir été élu, où il a annoncé que désormais, toutes les politiques économiques qui seraient menées par le gouvernement seraient des politiques de l'offre. Les politiques de l'offre,
c'est des politiques qui cherchent à augmenter la compétitivité des acteurs économiques, c'est-à-dire à créer un environnement qui leur permet de faire baisser leur coût de production, et non pas à limiter les externalités des modes de production. On va faire tourner le micro. Merci. Moi, je voudrais revenir sur l'exemple des œufs hollandais, là. Et il y a aussi une complicité de l'État, parce que la cypermétrine est un produit interdit pour tout ce qui est animaux d'élevage liés à la consommation humaine. Donc, non seulement il y a une erreur au point de vue, mais il y a aussi une complicité de l'État, une complicité politique. Donc ça, c'est encore plus grave, quoi. C'est en dehors des compétitivités entre agriculteurs industriels et agriculteurs paysannes, il y a quand même une complicité de l'État hollandais pour laisser écouler et ça me fait penser un peu à la même histoire que le sang contaminé, quoi. Il y avait des stocks à écouler, on savait très bien que le sang était contaminé, on les a écoulés pour pas perdre sur les stocks. C'est toujours un problème de fric, c'est tout, quoi. J'ai une question sur du coup la notion de compétitivité de l'agriculture paysanne. Si on l'oppose, si elle est moins compétitive que l'agriculture industrielle, comment est-ce qu'on boucle, comment est-ce qu'on boucle ça au niveau mondial? Parce que finalement, aujourd'hui, sur le marché, il y a les produits brésiliens qui sont en concurrence avec les produits français. Comment est-ce que finalement, cette histoire de compétitivité, ça nous renvoie à un système de dérégulation du marché? Et finalement, qu'est-ce que vous proposez à la Confédération paysanne pour réguler le marché et permettre à l'agriculture paysanne de faire vivre les paysans? Bon, par exemple, là, en ce moment, on entame une réflexion sur le libre-échange en Europe. La Conf a toujours été en pointe dans ses engagements contre le libre-échange dans ses dimensions intercontinentales. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu des difficultés à parler de l'accord de libre-échange que constitue le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec la libre circulation des marchandises qui y est imposée et l'interdiction d'influer de quelque manière sur l'évolution des prix de marché. Il se trouve que sur certaines familles de produits, notamment les fruits et légumes, c'est bien le marché libéralisé intra-européen dans le cadre duquel la France a perdu 40% d'autosuffisance depuis les années 80. Là, on était autosuffisant, on était à 100% dans les années 80, on en est à 60% et l'hémorragie continue. Pour autant, lorsque des démarches sont faites à l'adresse de l'instance de la concurrence européenne pour dénoncer le fait que, par exemple, l'Espagne qui ferme les yeux sur la façon dont est massivement exploitée la main-d'œuvre dans le sud du pays, dans les fermes industrielles qui produisent des fruits et légumes. Donc, quand on dénonce le fait qu'arrivent en France des lots de fruits dont les prix sont 2,5 fois inférieurs au seul coût de production français, l'autorité de la concurrence répond les prix sont libres, la marchandise circule librement, on est dans un espace de compétition parfaitement fluide. Ne venez plus nous emmerder avec ce genre de considérations, sans quoi on ouvre une enquête sur le fait que les pouvoirs publics français, chaque été, forcent la grande distribution à mettre en avant la production française. Voilà. Il y a un certain nombre... alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Peut-être qu'on peut demander l'instauration de prix minimum d'entrée à la frontière française qui correspondent au coût de production, au coût de production qui est lié à l'existence d'un droit du travail plus respecté en France que dans certaines régions espagnoles, par exemple.
c'est un travail qu'on entame. Moi, je ne peux pas développer mes propres pistes personnelles, mais il y a une nécessité, très certainement, à réfléchir à des pistes pour réduire le niveau et l'intensité de la compétition économique entre acteurs à l'intérieur du marché unique qui produisent dans des conditions légales complètement dissymétriques. Et d'ailleurs, à ce sujet, Jacques, tu sais que on peut pas, je crois qu'on ne peut pas faire miroiter la perspective d'une compétition économique qui serait déprise des déséquilibres divers et variés qui existent de part et d'autre de l'Union européenne. C'est le principe même du néolibéralisme, c'est son moteur même que de mettre en compétition des systèmes inégalitaires quant au droit social, quant au droit environnemental, quant à quantité de choses. Et c'est tout l'intérêt du point de vue de ceux qui en tirent profit que de maintenir cette dissymétrie. Et c'est pas pour rien que dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est prohibé, noir sur blanc dans l'article 143, je crois, interdiction formelle est faite au Conseil de l'Europe et au Parlement européen d'initier quelque démarche que ce soit dont l'objet serait l'harmonisation sociale, fiscale ou quelque autre domaine d'harmonisation qui puisse être. Donc l'idée d'une compétition juste, c'est un mirage en fait. Autre question ici ? Oui, si on pouvait sortir de la définition de la compétition c'est quand même un seul gagnant et que des perdants. Donc je pense qu'il faut abandonner ce logiciel de compétition et de ne pas inscrire notre débat dans cette perspective-là. Ce logiciel, il appartient au monde de la finance, à l'économie financiarisée. Nous sommes le monde du travail. Il faut imposer d'autres termes que compétition. On a une agriculture efficace, qui est capable de répondre aux besoins de la société. On peut proposer une économie de coopération et non pas de compétition. Arrêtons et soyons en rupture avec ce schéma, parce que là, on n'arrivera pas à s'en sortir. Se caler avec cet étalon qui appartient à la financiarisation, qui appartient à la pensée dominante qui est en train de traverser toute la société. On l'a vu pour le CICE, le débat sur le CICE, il fallait être compétitif, et le travail est une charge. Ça, c'est le logiciel des financiers. Le logiciel des paysans et des travailleurs, c'est le travail est une valeur. Ça change complètement la perspective du questionnement. Donc, arrêtons de nous caler sur la compétition. Utilisons nos propres valeurs, nos propres termes. On l'a fait à une époque. Les mouvements contestataires de l'OMC, on était les anti-mondialisations. Antimondialistes. On a imposé l'altermondialisme et on a imposé tout ce qu'il y a derrière. Donc je pense qu'il faut aussi changer les termes. Il faut refuser les termes de dominants qui appartiennent à ce logiciel de la finance. Oui, on retrouve dans le débat la même problématique que dans le débat précédent, c'est-à-dire qu'entre une vision théorique globalisante de l'agriculture paysanne, qui est un concept, qui n'est pas une réalité. La réalité, c'est qu'il y a une grande diversité d'agriculture, et puis une action plus quotidienne au jour le jour. Et là, moi, je voudrais quand même défendre, même si je parais, disons, réformiste, l'approche de Jacques Pastier, parce qu'on est encore dans une économie de marché. Et la notion de prix a un sens. Et donc, faire la démonstration, y compris avec les outils des économistes, pas seulement libéraux, avec les outils des économistes, on va dire, avec l'outil des prix, faire la démonstration que si on prend en compte, justement, l'ensemble des coûts, eh bien, certaines formes d'agriculture, pas seulement paysannes, mais sont socialement, économiquement, pour la collectivité, plus intéressante que l'agriculture dominante qu'on nous met en modèle, ben je pense qu'on ne perd pas complètement son temps. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, d'avoir un discours plus critique à d'autres niveaux. Mais
on est quand même aussi au jour le jour obligé de travailler avec des interlocuteurs et d'accepter parfois d'utiliser leurs propres outils d'analyse. On n'est pas les rois. Je dis ça, alors effectivement, j'ai une déformation professionnelle. J'ai été prof d'économie pendant 40 ans. Et il y a des moments pour arriver à se faire entendre par un certain nombre d'interlocuteurs, décideurs, on est obligé de passer par là. Et en plus, la Confédération, c'est quand même un syndicat qui a vocation à concerner tous les agriculteurs. Et pour les agriculteurs qui ne sont pas encore à la Confédération paysanne, je crois qu'il faut accepter d'utiliser des outils de démonstration qui leur sont accessibles. Et je pense que l'argument sur la compétitivité, sur les coûts de production, pas la compétitivité, mais sur les coûts de production, est un argument qui peut être utile. Bonjour, j'aurais une question. C'est si on considère que l'agriculture doit être compétitive, est-ce qu'on finit pas par voir le collègue comme un concurrent? Comment? Si on considère? Ma question, c'est de se demander si on revendique une agriculture compétitive, on va finir par voir le collègue comme un concurrent. Alors, j'ai cité l'exemple du comté. Je peux citer quelques autres exemples. L'exemple du comté, c'est tout le contraire de la mise en concurrence des voisins entre eux. Sur un territoire, à un périmètre défini, qui est sur, il y a des gens du Jura qui vont peut-être crier, mais sur 3 départements grosso modo, un petit peu quelques autres départements limitrophes, il y a un cahier des charges avec une AOC, un cahier des charges qui a été validé, partagé, qui est toujours redébattu collectivement avec les producteurs. Et depuis 30 ans, dans cette région, j'ai entendu récemment le président de l'interprofession du comté dire les jeunes qui sont chez nous, ils n'ont jamais, depuis ceux qui se sont installés récemment et qui ont 30 ans, ils n'ont jamais connu la crise chez les agriculteurs. Je dis ça ne doit pas se dire dans beaucoup de régions. Et non seulement ils ont un cahier des charges qu'ils respectent sur la qualité, tout ça, mais ils ont aussi une maîtrise des volumes de production. Avant, ils n'avaient pas ça. Avant 92, ils n'avaient pas la maîtrise du volume de production. Maîtriser les volumes de production, il faut se concerter collectivement pour arriver à ça. Quand en plus, on a des modes d'élevage des animaux, d'alimentation des animaux, qui, de fait, plafonne la production par hectare, donc pour l'ensemble du périmètre de la zone. Dans cette région-là, on installe plus de paysans qu'ailleurs. Dans cette région-là, on augmente la production de comté. Et tout le monde a une rémunération. Parce que tout ça est fait de façon collective sur un territoire. C'est tout le contraire de la mise en concurrence. On a ça dans d'autres cahiers des charges sur les clubs de production de pommes. Alors, c'est un peu élitiste, mais vous avez peut-être entendu parler de la Pink Lady. On est dans un club. Alors, effectivement, c'est un club, c'est très restreint. Mais les gens, ils sont aussi dans ce système d'un petit collectif. Alors, ça peut être élitiste, ça peut être excluant pour d'autres, mais où les volumes sont contrôlés et où, d'une certaine façon, on produit ce que l'on peut vendre. Parce que l'un des problèmes agricoles, et là je pense qu'on va se rejoindre quand tout à l'heure Manu disait il faut produire pour répondre à des besoins, c'est qu'on produit pour mettre sur le marché. Mais parfois on produit pour mettre sur des marchés qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande en face. Et ça, on n'est pas en concurrence avec le voisin. Non, on n'est pas en concurrence. Je produis des céréales, le voisin produit des céréales, l'Ukraine produit des céréales, la Russie produit des céréales, les États-Unis, l'Australie. Mais à un moment, il n'y a plus personne pour consommer ce qu'on a produit. C'est tout autre chose qu'une dynamique de concertation à l'échelle d'un territoire où on développe une filière
que l'on sait pouvoir vendre parce qu'elle répond à des critères de qualité. Aujourd'hui, sur les fruits et légumes, il y a 2 interprofessions. J'ai découvert ça, je suis assez surpris. Il y a une interprofession, enfin sur les fruits, une interprofession de fruits de conserve, fruits et légumes de conserve d'ailleurs, et une interprofession, parce que ce n'est pas mon domaine de production, et une interprofession de fruits et légumes frais. C'est quoi ce truc-là? C'est quand même assez hallucinant. On voit alors que, de fait, quand on produit des fruits notamment, il y a des choses qui sont mal foutues, mal formées, où il y a des volumes de production qui sont variables d'une année sur l'autre. On pourrait imaginer qu'il y a un peu de perméabilité entre ce qui est industriel et de conserve et ce qui est vendu en frais. Ben, apparemment, on s'organise de façon indépendante. C'est un truc qui me surprend, moi, mais peut-être qu'il y a une raison à ça. C'est-à-dire que chacun défend son beefsteak dans sa cour. Mais au bout du compte, on n'avance pas mieux. Alors, c'est sûr que la compétition, c'est un terme qui peut faire peur. Mais si on ne se l'approprie pas, elle va marcher sans nous. Les Pays-Bas, c'est un tout petit pays. C'est le plus gros business agricole européen. Ils font en plus un bénéfice d'enfer. Je vous ai expliqué ce qu'ils ont fait là sur le fipronil, mais les Pays-Bas exportent plus de tomates qu'ils n'en produisent. C'est-à-dire qu'ils en importent, qu'ils réexportent. Pourtant, ils doivent bien en manger un petit peu. Mais ils en exportent pourtant plus qu'ils en produisent. Mais ils font ça sur plein de choses. Sur les fleurs, et ça marche parce qu'ils ne sont pas trop regardants peut-être sur ce qui rentre dans le port de Rotterdam. Ils ne sont pas trop regardants sur un certain nombre de contrôles. Le respect de la directive nitrate, par exemple, chez eux est assez folklorique, ou plutôt consternant. Il y a tout un tas de choses qui biaisent la compétitivité. Et on doit plutôt s'atteler à tous ces dysfonctionnements des règles. Les normes, ça n'est pas que des contraintes. Les normes, c'est aussi ce qui protège. C'est aussi ce qui met un peu d'équité dans l'accès au marché. Et aujourd'hui, si on ne s'y intéresse pas, eh bien, on trouvera de l'alimentation pour la population française. Ce que font les Suédois sans trop de problèmes, ce que veulent faire les Anglais, c'est-à-dire qu'ils sont suffisamment riches pour aller acheter, c'est des pays suffisamment riches pour aller acheter de l'alimentation ailleurs. Ça ne sera pas la même qualité, ça ne sera pas la même traçabilité, ça ne sera pas les mêmes conditions sanitaires, ça ne seront pas les mêmes diversités d'alimentation, mais on trouvera de quoi se nourrir. Et il y a des libéraux qui sont tout à fait favorables à ça. En Europe, c'est même un courant, au Parlement européen, un courant qui n'est pas si anodin que ça. Quand on parle avec les députés français au Parlement européen, y compris ceux de droite, en gros, il y en a 3 qui s'occupent d'agriculture, 4 peut-être, qui s'occupent d'agriculture au Parlement européen. Ils sont tous d'accord pour dire que tous ceux qui veulent organiser la production, sauver une production européenne pour une alimentation diversifiée, ben, ils ne sont pas nombreux au niveau européen. Parce que le business mondial, c'est dans la philosophie de beaucoup de pays. Nous, on peut effectivement... Je comprends tout ce qui est dit sur ne pas utiliser ce terme de compétition, parce que ce n'est pas le nôtre, mais plutôt lui donner un contenu sur la réalité. C'est pas vrai qu'on est plus compétitif quand on est dans un système qui génère de la pollution. Ou alors, il faut qu'on intègre quelque part les coûts sociétaux. Il y a un prof de la Sorbonne, Jacques Richard, qui a fait un travail avec un thésard sur l'intégration des coûts humains et des coûts environnementaux dans la comptabilité. Aujourd'hui, dans la comptabilité, on s'occupe des questions financières, entrée, sortie d'argent. Mais les coûts sociétaux, enfin les coûts environnementaux et les coûts humains sur les gens qu'on fatigue, qu'on use, qu'on déprime en les licenciant, tout ça, c'est jamais intégré. Or, ce capital-là, il existe quelque part. Par exemple, depuis 50 ans, l'agriculture française s'est développée, elle a été performante, brillante, efficace, pour reprendre le mot de l'agriculture paysanne, mais en diminuant son potentiel de fertilité de façon phénoménale. On a diminué le taux de matière organique des sols.
De ce fait, on a été productif, on a été performant, mais on a travaillé en diminuant notre capital de fertilité. Est-ce que c'était compétitif? Peut-être que c'est ce débat-là qu'il faut avoir aujourd'hui pour redonner du sens à ce terme enfin, c'est le sens de la compétitivité. Dans un Conseil de l'Europe, il y a eu 2 Conseils de l'Europe qui se sont posés ces questions-là en 2000 et 2002. L'un à Lisbonne, l'autre à Göteborg. Je ne sais plus dans quel ordre. Je crois que celui de Lisbonne, c'est 2000 et celui de 2001, c'était Göteborg. Ils ont évoqué une notion qui conduit à dire que la compétitivité, c'est quelque chose qui n'est pas une fin en soi. Je résume un peu. Qui n'est pas une fin en soi, mais qui conduit au bien-être des populations concernées. 2000 et 2001, Conseil de l'Europe. Cette histoire-là, il faut rebondir dessus et dire, mais si la compétition doit conduire à une amélioration du bien-être des populations concernées, ça va changer la donne. Mais comment on décline ça? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la compétition telle qu'elle existe, elle conduit rarement à ça. Le coût du travail, la charge du salaire, la charge sociale, les coûts des normes et tout. Mais redonnons un autre sens à tout ça. Rebondir sur le mot fertilité, quand tu parles de fertilité des sols, il y a aussi la fertilité humaine, parce qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui n'arrivent plus à avoir d'enfants à cause des produits qu'ils emploient. Et donc Jacques questionnait à propos de la fertilité. Moi, c'est marrant, j'avais entendu fertilité des paysans. J'ai dû louper un mot. Bon, mais c'est vrai dans les deux cas. Tu te dis, est-ce que c'était compétitif? Ben oui, c'était compétitif, puisque la pratique des pesticides a gagné contre les agricultures qui existaient antérieurement et qui ne recouraient pas aux pesticides. Les pesticides se sont effectivement généralisés comme outil de compétitivité. Prix, parce que c'est la compétitivité prix qui domine. Qu'il faille ensuite construire tous les argumentaires, s'appuyer sur cette définition hallucinante effectivement de la compétitivité que tu m'as fait suivre là, c'est le Conseil de l'Europe qui l'a pondu. Bien sûr qu'il faut, mais dans la perspective de se défaire, il me semble, de cette notion. Bon, après, je ne voudrais pas qu'on ait donné l'impression qu'on est sur une bataille vraiment de lexique. Il est important, au travers de cette notion-là, au travers de cette discussion sur la notion de compétitivité, d'apprendre à jongler avec ces questions de prix, de coûts, d'externalité, de prix intégrés, de prix pas intégrés, etc. C'est aussi l'objet de la discussion. Oui, ma question c'est que, ça tombe bien sur ce que vous venez de dire là. L'agriculture conventionnelle profite de la PAC. Sans PAC, il n'y a pas de résultat. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Pourquoi les agriculteurs de la conf ne bénéficient-ils pas des avantages, bénéficient-ils moins des avantages de la PAC? Et puis alors, autre question aussi, on parle de pilier 1, pilier 2, de basculement sur un autre pilier, du pilier 1 sur le pilier 2 pour les aides de la PAC. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu? C'est un néophyte qui parle. C'est technique et c'est pas bien le sujet, mais très court, ce qui n'est pas simple sur un sujet technique. Les paysans de la conf reçoivent en principe moins d'aide que d'autres, parce que ce sont des petits et moyens paysans. La Confédération paysanne est un syndicat de petits et moyens paysans. Or, l'essentiel des aides de la PAC sont données à la surface, détenue, cultivée, et en fonction du nombre d'animaux pour certaines aides. Donc de ce fait, celui qui a un plus gros volume a plus d'aides. Il n'y a pas de plafonnement, il n'y a même plus pratiquement de dégressivité, c'est-à-dire diminution en fonction du nombre, où c'est très faible. Donc de ce fait, les paysans de la conf ont plutôt moins d'aides puisqu'on n'intègre pas la dimension emploi, actif, travailleur, dans cette question de répartition des aides de la PAC. Bon, l'histoire du premier vers le second pilier, les aides du premier pilier sont des aides liées aux surfaces sans vraie contrepartie ou au nombre d'animaux. Et les aides du second pilier, qui sont appelées des aides du développement rural, sont des aides à l'installation des agriculteurs,
aux mesures agro-environnementales et climatiques pour changer les pratiques, des aides à l'agriculture biologique, des aides compensatrices de handicap naturel, donc des aides qui sont données en contrepartie de quelque chose qui est lié à un intérêt de développement rural. Il se trouve qu'il manque d'argent